Le monde est rempli de tyrans. Mais certains tyrans opèrent à un tout autre niveau. Ils n'utilisent pas leurs poings. Ils utilisent leur pouvoir, leurs relations et leurs comptes en banque sans fond pour écraser quiconque est perçu comme inférieur. Geneviève de la Roche était la reine de ce monde. Au restaurant exclusif L'Ouverture, son nom était une malédiction murmurée dans la peur. Elle pouvait faire renvoyer un serveur pour avoir respiré de la mauvaise manière. Elle était la femme du millionnaire et elle était intouchable. Du moins, c'est ce que tout le monde pensait jusqu'au jour où une nouvelle serveuse discrète, nommée Chloé Lambert, fut assignée à sa table. Et Chloé n'était pas celle qu'elle semblait être. L'atmosphère à l'intérieur de l'Ouverture était différente de celle de la rue parisienne animée qu'elle surplombait. Elle était filtrée, feutrée et lourde de l'odeur du vieil argent et du safran. Les tapis étaient si épais qu'ils semblaient absorber le son. Les couverts, en argent massif poli, reposaient sur du lin empesé avec une précision géométrique. Ce n'était pas seulement un restaurant. C'était une forteresse d'une classe sociale spécifique, et ses murs avaient vu plus de fusions d'entreprises et de menaces silencieuses que de célébrations d'anniversaire. Chloé Lambert, à son 3e jour, sentait ce silence oppressant jusque dans ses os. Elle ajusta le nœud de son simple tablier noir, sa posture parfaite, son expression neutre. Elle était, à tous égards, une employée exemplaire. Elle était rapide, silencieuse et anticipait les besoins avant qu'ils ne soient exprimés. Monsieur Bisset, le directeur général du restaurant, l'avait observé. Bisset était un homme perpétuellement replié sur lui-même, comme s'il faisait une révérence constante. Il glissa jusqu'à son poste près du cabinet du sommelier. « Lambert, murmura-t-il, bien que la salle à manger soit encore à moitié vide. Vous vous occupez du secteur 3 ce soir. » Chloé hocha la tête. « Oui, monsieur Bisset. Le secteur 3 inclut la table 7. » Un frémissement, un resserrement imperceptible traversa les yeux de Chloé, mais sa voix resta égale. « Compris. » Bisset se pencha plus près, sa propre anxiété irradiant de lui comme une mauvaise eau de Cologne. « Non, je ne pense pas que vous compreniez. La table 7, c'est Madame de la Roche. Geneviève de la Roche. » Chloé maintint son calme professionnel. Elle connaissait le nom. Au cours de ses 3 jours de formation, elle ne l'avait entendu prononcer que dans des tons bas et craintifs dans le vestiaire du personnel. « Elle attend la perfection, » continua Bisset, redressant inutilement le tablier déjà parfait de Chloé. « Et sa définition de la perfection est fluide. Elle change avec son humeur, qui est universellement exécrable. » Une autre serveuse, Sophie, polissait des verres à proximité, et ses mains tremblaient visiblement à la mention du nom. Elle travaillait à l'Ouverture depuis 2 ans et avait vu le carnage. « Le mois dernier, » dit Bisset, sa voix baissant encore plus. Elle a fait renvoyer un commis de salle, un jeune homme nommé Léo, sur le champ. « Quelle a été son erreur ?» demanda Chloé, son ton clinique. Elle a prétendu que ses chaussures grinçaient de manière agressive. Avant ça, c'était une serveuse nommée Anne. Madame de la Roche a insisté sur le fait que la nuance de son rouge à lèvres était provocante et irrespectueuse envers son mari. Anne était partie avant que les entrées ne soient débarrassées. Bisset essayait de la terrifier. Il essayait de lui insuffler la même peur systémique qui maintenait tout le personnel sur des charbons ardents. « Ne la regardez pas dans les yeux à moins qu'elle ne vous adresse la parole, » l'instruisit-il. « Ne parlez pas si on ne vous parle pas, appelez-la uniquement Madame de la Roche. Assurez-vous que son verre d'eau, qui doit être du San Pellegrino à température ambiante, ne soit jamais moins qu'à moitié plein, mais ne le remplissez jamais à plus des 3/4. Elle prendra le foie gras poêlé pour commencer. Elle le fait toujours. Si la cuisine s'écarte un tant soit peu, que Dieu nous vienne en aide. » « Et monsieur de la Roche ?» demanda Chloé. « Laurent, il compte à peine, » renifla Bisset. « Il paie juste les factures. Votre objectif, c'est elle. Elle est le soleil autour duquel ce restaurant orbite, Lambert. Et c'est un soleil brûlant et destructeur. Comprenez-vous ? » « Je comprends, » dit Chloé. « Elle exige un haut niveau de service. » Bisset la regarda, frustré par son calme. « Non, elle exige la soumission. Maintenant, allez-y. Elle arrive à 19h. Précisément. » Chloé retourna à son poste, remplissant les petites salières en argent. Sophie se précipita devant elle, faisant semblant de prendre plus de linge. « Et, » murmura Sophie, les yeux écarquillés de pitié sincère. « Il ne plaisante pas. C'est un monstre. Mon conseil, excusez-vous. Peu importe ce qu'elle dit, dites simplement « Mes excuses, Madame de la Roche » et allez chercher Bisset. N'essayez pas d'expliquer. N'essayez pas de réparer. Rampez. C'est la seule façon. Chloé adressa à Sophie un petit sourire crispé.
Merci pour l'avertissement, Sophie. Je suis sérieuse, Chloé. Elle apprécie le spectacle. Elle aime faire pleurer les gens. Je ne suis pas du genre à pleurer, dit Chloé doucement, son regard se portant sur la table 7. C'était la meilleure table de la maison, une banquette semi-circulaire cossue dans le coin, offrant une vue panoramique sur la salle à manger et l'horizon de la ville tout en étant enveloppée d'intimité. C'était un trône. À 18h59, les lourdes portes en verre de l'ouverture s'ouvrirent. Un silence ne tomba pas. Le restaurant était déjà silencieux, mais l'énergie changea. Le personnel se raidit, l'air crépita. Geneviève de la Roche était arrivée. C'était une grande femme, peut-être dans la fin de la cinquantaine, entretenue avec le genre de précision impitoyable et coûteuse qui ne laissait aucune place à la douceur. Ses cheveux blonds argentés étaient tirés en un chignon si serré qu'il semblait tendre la peau de ses tempes. Elle portait une simple robe noire sans manches que Chloé reconnut comme une création Chanel, un vêtement qui coûtait plus que le loyer annuel de Chloé. À son poignet, un délicat et aveuglant bracelet de diamants. Son visage était acéré, aristocratique, et ses yeux bleu pâle balayaient la pièce avec un ennui profond et général, comme si elle mettait au défi quoi que ce soit de la décevoir. Bisset était déjà à ses côtés, s'inclinant. « Madame de la Roche, un plaisir. Votre table est prête, bien sûr. » Geneviève l'ignora, passant devant lui comme s'il était un meuble. Elle ne marchait pas. Elle avançait. Son mari, Laurent, la suivait à quelques pas. C'était un homme grand, beau d'une manière fanée et stressée. Il vérifiait son téléphone, le front plissé, et faillit percuter sa femme lorsqu'elle s'arrêta brusquement à la table. Geneviève passa un seul doigt ganté le long du dossier de la banquette rembourrée. Elle examina le doigt, ne trouva aucune poussière, et ce n'est qu'alors qu'elle se glissa à l'intérieur. Bisset fit des gestes frénétiques, invisibles pour les de la Roche. C'était le signal pour Chloé. Prenant une profonde inspiration, Chloé prit la carafe d'eau en argent et la bouteille de San Pellegrino. Elle s'approcha de la table. « Bonsoir », dit-elle, sa voix claire et calme. Laurent grogna derrière son téléphone. Geneviève ne leva même pas les yeux. Elle était occupée à scruter les dents de sa fourchette. Chloé versa l'eau glacée de Laurent, puis décapsula le San Pellegrino pour Geneviève, le versant au niveau précis approuvé par Bisset. « Votre serveuse pour ce soir sera… » Commença Bisset. « Elle sait », coupa Geneviève, sa voix comme de la glace brisée. Elle n'avait toujours pas regardé Chloé. Elle fixait maintenant la petite bougie vacillante au centre de la table. Cette bougie, la mèche est trop longue. Elle fume. Chloé regarda. Il n'y avait pas de fumée. Mes excuses, Madame de la Roche. Je vais la remplacer immédiatement. Elle retira la bougie d'une main petite et ferme et la remplaça par une nouvelle de son poste. Quand elle revint, Geneviève la regardait enfin. Le regard était invasif, un scanner corporel complet conçu pour trouver des défauts. Les yeux de Geneviève s'attardèrent sur les mains de Chloé. Elles étaient propres, les ongles coupés et non vernis, mais c'étaient des mains de travailleuse. « Vous êtes nouvelle », déclara Geneviève. Ce n'était pas une question. C'était une accusation. « Oui, madame. C'est ma première semaine. » Et ils vous mettent à ma table. Bisset, les standards sont en chute libre. Elle soupira, un son de profonde souffrance. Je suppose que je prendrai le foie gras. Et dites au chef que s'il est le moins du monde granuleux comme la dernière fois, je le renverrai et je lui parlerai personnellement. Bien sûr, Madame de la Roche. Et pour vous, monsieur ? Demanda Chloé en se tournant vers Laurent. Oh, la même chose qu'elle. Et un cognac. Un XO. Section. Très bien, monsieur. Chloé se tourna pour partir. Attendez, claqua Geneviève. Chloé s'arrêta, se retournant. Votre tablier, il est froissé sur la hanche. Chloé baissa les yeux. Il y avait une légère ligne là où il avait été plié. Mes excuses, madame. C'est distrayant. Cela montre un manque de soin, un manque de professionnalisme. C'est une insulte à la clientèle. N'êtes-vous pas d'accord, Laurent ? Laurent, qui envoyait des textos furieusement, hocha simplement la tête. Oui, ma chérie. Épouvantable. Allez le faire repasser, ordonna Geneviève. Je ne veux pas le voir. Trouvez un autre serveur pour apporter notre commande à la cuisine. Vous êtes renvoyé jusqu'à ce que vous puissiez vous présenter convenablement. C'était un jeu de pouvoir, pur et simple, conçu pour déstabiliser, pour humilier. Sophie, qui regardait de l'autre côté de la salle, retint son souffle. Bisset s'avançait déjà, prêt à s'excuser et à sacrifier Chloé au dragon. Mais Chloé ne se laissa pas déstabiliser.
Elle hocha simplement la tête, son expression inchangée. Bien sûr, Madame de la Roche. Elle ne se précipita pas. Elle marcha calmement, avec détermination, vers M. Bisset, relaya la commande, lui tendit le bon, puis se dirigea vers la zone du personnel, vraisemblablement pour trouver un fer à repasser. Geneviève de la Roche la regarda partir, son sourcil parfaitement arqué se levant d'une fraction de millimètre. La fille n'avait pas tremblé. Elle n'avait pas rougi. Elle n'avait même pas eu l'air agacé. Pour la première fois depuis longtemps, Geneviève était intriguée. Ce nouveau jouet pourrait être plus difficile à briser que les autres, et cela, décida-t-elle, rendrait la chose beaucoup plus amusante. Chloé revint 10 minutes plus tard. Son tablier était, bien sûr, immaculé. La salle à manger se remplissait, le faible brouhaha des conversations polies et des verres qui tintent formant une toile de fond à la tension silencieuse de la table 7. Elle s'approcha, silencieuse comme une ombre, et remplit l'eau de Geneviève. Geneviève, qui était plongée dans un monologue sur les bijoux de mauvais goût portés par une femme de l'autre côté de la salle, une certaine Madame Dubois, s'arrêta en pleine phrase. « Vous avez pris votre temps, » dit Geneviève, sans la regarder. « Je voulais m'assurer qu'il soit parfait, Madame de la Roche. » Geneviève prit une gorgée d'eau. Elle posa le verre et le fixa. « Cette eau, elle est tiède. Elle est à température ambiante, madame, comme vous l'avez demandé. » La tête de Geneviève se releva brusquement. Ses yeux se plissèrent. C'était la première fois qu'un serveur la corrigeait au lieu de s'excuser immédiatement. « Êtes-vous en train de me dire ce que je goûte, jeune fille ? » « Pas du tout, Madame de la Roche. Je constate simplement le fait concernant l'eau. Si vous la préférez fraîche, je serais heureuse de vous apporter un nouveau verre avec de la glace. » L'audace de la chose, le fait simple et sans fioriture. Geneviève sentit une bouffée de rage. Ce n'était pas le script. Le script était allaitement, excuses, tressaillements, larmes. J'ai demandé à température ambiante. Ceci, dit-elle en tapotant le verre, ne l'est pas. Elle est restée là. La vie en est partie. Elle est morte. Essayez-vous de m'empoisonner avec de l'eau morte. Laurent leva enfin les yeux de son téléphone, sentant le changement dangereux dans le ton de sa femme. Geneviève, s'il te plaît. C'est de l'eau. C'est le principe, Laurent, claqua-t-elle. Nous payons des milliers d'euros par mois pour dîner ici, et cet enfant me sert de l'eau éventée et discute à ce sujet. Elle tourna toute son attention venimeuse vers Chloé. Quel est votre nom? Chloé Lambert, madame. Chloé Lambert. Eh bien, Chloé Lambert, vous avez échoué à la tâche la plus simple, verser de l'eau. Cela n'augure rien de bon pour le reste du repas. Elle agita la main d'un air dédaigneux. Allez chercher Monsieur Bisset. Je veux un nouveau serveur. Vous êtes clairement incompétente. L'expression de Chloé ne changea pas très bien, Madame de la Roche. Elle se tourna et marcha, non pas vers Bisset, mais vers le bar. Elle se procura une nouvelle bouteille non ouverte de San Pellegrino et un verre frais et poli. Elle retourna à la table. Geneviève la regarda, le visage un masque d'incrédulité foudroyante. « Vous m'avez entendu? J'ai dit que vous étiez renvoyée. »« Je vous ai entendu, Madame de la Roche, » dit Chloé calmement, posant le nouveau verre et ouvrant la bouteille avec un sifflement discret. Cependant, Monsieur Bisset est actuellement en train de gérer une situation avec la cave à vin, et les autres serveurs sont occupés. Elle versa le nouveau verre d'eau. « Je pense que vous trouverez cette bouteille, ouverte à l'instant, plus à votre goût. Votre foie gras arrivera d'un moment à l'autre. » Elle fit un petit signe de tête correcte et se retira à son poste. Geneviève resta là, la bouche légèrement ouverte. Elle était sans voix. La nouvelle fille n'avait pas seulement désobéi à un ordre direct. Elle l'avait géré. Elle avait navigué la plainte, l'avait résolue et s'était retirée avant que Geneviève ne puisse faire monter la pression. Laurent, qui avait observé tout l'échange, laissa échapper un petit rire bas, presque imperceptible. Il le déguisa en tout. « Qu'est-ce qui est si drôle ?» siffla Geneviève à son intention. « Rien, ma chérie. Juste, elle est efficace. »« Elle est insolente, » bouillonna Geneviève. Mais la plainte était morte. Elle ne pouvait décemment pas crier à propos de l'eau, maintenant qu'un verre frais et parfaitement acceptable était posé devant elle. Le faire la ferait paraître, eh bien, exactement ce qu'elle était, une tyran mesquine, et l'apparence était tout. Elle prit une gorgée vicieuse de l'eau. C'était, bien sûr, identique au verre précédent. Lorsque le foie gras arriva, porté par Chloé, Geneviève l'inspecta comme si c'était un colis suspect. Elle le piqua avec sa fourchette. Elle le renifla. Elle en prit la plus petite bouchée. « Alors ?» demanda Laurent, impatient de manger.
Geneviève mâcha lentement, les yeux fixés sur Chloé, qui se tenait à une distance respectueuse de 3 mètres, observant son secteur. « C'est passable, » prononça Geneviève. Mais elle ne le renvoya pas. Un petit sourire dangereux jouait sur ses lèvres. Ce n'était pas une défaite. C'était simplement un report. Cette Chloé Lambert avait gagné la bataille de l'eau. Mais Geneviève de la Roche se préparait pour une guerre. Elle trouverait la faiblesse de cette fille. Elle creuserait, elle presserait, et elle trouverait la ligne de faille. Et quand elle le ferait, elle appliquerait toute sa pression, et elle la regarderait se briser. C'était, après tout, son passe-temps favori. Geneviève de la Roche devint une femme obsédée. Pendant des années, elle avait régné sur l'ouverture par la pure terreur. Son pouvoir reposait sur l'hypothèse que tous ceux qui la servaient étaient désespérés, fragiles et finalement jetables. Un haussement de sourcils de sa part pouvait mettre fin à une carrière. Mais Chloé Lambert était une anomalie. Elle ne se recroquevillait pas. Elle ne flattait pas. Elle ne réagissait pas. Elle servait, simplement. Geneviève abandonna son habituel calendrier de dîner du mardi et du jeudi. Laurent et elle commencèrent à dîner à l'ouverture 4, parfois 5 fois par semaine. Et chaque fois, elle s'asseyait à la table 7 et demandait spécifiquement, à travers un ricanement, la nouvelle Lambert. Je l'atteste. Ce qui s'ensuivit fut une campagne de guerre psychologique. Chloé, claquait-elle, en faisant claquer ses doigts, un geste qui faisait reculer tout le personnel. Ses couverts ont une tache d'eau. Chloé apparaissait, inspectait la fourchette et disait « Mes excuses, Madame de la Roche ». Et la remplaçait. La nouvelle fourchette était bien sûr identique. La nuit suivante, « Chloé, vous rôdez. C'est oppressant. J'ai l'impression qu'un vautour me tourne autour. Allez-vous-en. » Chloé hochait la tête et se retirait. 5 minutes plus tard, « Chloé, où êtes-vous? Mon verre est vide depuis 30 secondes. Le service ici est glacial. » Chloé réapparaissait, remplissait le verre et hochait la tête. « Mes excuses, Madame de la Roche. » C'était le « mes excuses » qui rendait Geneviève folle. Il était livré avec la même température émotionnelle que « le ciel est bleu ». C'était une déclaration de fait, pas un acte de contrition. Chloé était un miroir qui renvoyait à Geneviève sa propre absurdité, et Geneviève détestait ça. Elle intensifia ses attaques. Un soir, alors que Chloé livrait une commande complexe, un Chateaubriand pour 2 découpé à table, Geneviève fit accidentellement tomber sa lourde serviette en lin par terre. « Oh, mon Dieu !» dit-elle, sa voix dégoulinant de fausse innocence. « Ma serviette !» Elle fixa Chloé, s'attendant à ce qu'elle arrête la découpe, se penche et la ramasse. C'était un coup de force évident. « Arrête ta tâche qualifiée et accomplis cette tâche subalterne. » Chloé ne s'arrêta pas. Elle termina la tranche de bœuf, la plaça parfaitement dans l'assiette de Laurent, puis, posant le couteau à découper, elle se pencha, non pas en rampant, mais avec une flexion propre et athlétique à la taille, et ramassa la serviette avec une paire de pinces en argent qu'elle gardait sur son chariot de service. « Votre serviette, Madame de la Roche », dit-elle en la posant sur la table. Elle servit ensuite la part de Geneviève et écarta le chariot. Sophie, qui avait assisté à la scène, murmura à un autre serveur. « Tu as vu ça? Les pinces. Comme si c'était un déchet. Mon Dieu, elle va tous nous faire tuer. » Le visage de Geneviève était devenu d'un rouge pâle et tacheté. Elle était traitée avec une correction méticuleuse, exaspérante et impersonnelle. Elle n'était pas une reine. Elle n'était qu'une tâche sur une liste de contrôle. Elle tourna son venin vers Laurent. « Tu as vu ça? L'insolence. Elle se croit trop bien pour ramasser ma serviette. » Laurent, qui était de plus en plus stressé chaque soir, leva à peine les yeux de son téléphone où il fixait ce qui ressemblait à des cours de la bourse en chute libre. « Elle l'a ramassé, ma chérie. Avec des pinces. Très hygiénique. »« Tu es un incapable, » siffla Geneviève. Elle devait trouver un nouvel angle. Elle devait rendre les choses personnelles. Le soir suivant, Geneviève arriva seule. Elle était vêtue d'un sévère tailleur Chanel blanc. Elle ressemblait à un prédateur arctique. Elle s'assit à la table 7 et fit signe à Chloé de s'approcher. « Un verre de Sancerre », ordonna-t-elle. « Et Chloé, c'est un nom si commun, n'est-ce pas? Chloé Lambert. On dirait de la peinture beige. Ça sonne comme quelqu'un qui n'arrivera jamais à rien. » Chloé, qui polissait un verre de vin à son poste, ne se retourna pas. « Ce sera le Sancerre Pascal Jolivet, Madame de la Roche. »« Ne m'ignorez pas, » claqua Geneviève. Chloé se tourna, son visage un masque de calme professionnel. « Je ne vous ignore pas, Madame de la Roche. Je confirme votre commande de vin. Je parle de votre place dans la vie,
dit Geneviève en se penchant en avant, sa voix basse et cruelle. Vous êtes une fille intelligente. Je le vois bien. Mais vous êtes coincée ici à servir des gens comme moi. Des gens qui comptent. Est-ce que ça ne vous ronge pas de savoir que c'est tout ce que vous serez jamais? C'était ça. L'attaque directe, la tentative de trouver l'insécurité, la blessure, et de verser du sel dedans. Chloé s'arrêta. Elle posa son chiffon à polir. Elle fit les quelques pas jusqu'à la table 7, se tenant non pas comme une servante, mais comme une égale. « Madame de la Roche, » dit Chloé, sa voix calme mais portant le poids de l'acier, « êtes-vous mécontente de la carte des vins ?» Geneviève cligna des yeux, décontenancée. « Quoi ? Non, je faisais une observation. » « Parce que vos observations sur mon nom et mon potentiel, » dit Chloé, « ne sont pas sur le menu et elles ne font pas partie de ma description de poste. »« Comment osez-vous » murmura Geneviève, les yeux écarquillés de fureur. « Je peux vous apporter votre Sancerre. Je peux prendre votre commande de nourriture. Je peux m'assurer que vous ayez une expérience culinaire sans faille. Mais je ne suis pas ici pour être votre confidente, ni votre punching ball. Vous êtes une cliente de ce restaurant et je suis une employée. Gardons-en-nous à cela. » « Bisset » hurla Geneviève, sa voix brisant l'atmosphère placide du restaurant. « Bisset » Toute la salle à manger se figea. Les convives levèrent les yeux. Les cuillères s'arrêtèrent à mi-chemin des bouches. Monsieur Bisset arriva en courant, le visage cendré. « Madame de la Roche, qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Cette créature. Geneviève pointa un doigt tremblant incrusté de diamants vers Chloé. « Elle m'a insulté. Elle m'a mal parlé. Je veux qu'elle soit renvoyée. Pas demain. Pas dans 1 heure. Maintenant. Je veux qu'elle soit escortée hors de cette porte ou je ruinerai ce restaurant. J'appellerai le Figaro. Je leur dirai que vous avez un problème de vermine. » Bisset vibrait de panique. Il se tourna vers Chloé, les yeux suppliants. « Excusez-vous. Rampez. Réparez ça. » Chloé se tenait simplement là, les mains jointes dans son dos. Elle regarda Bisset. Elle regarda Geneviève. « Madame de la Roche, » dit Chloé, sa voix toujours parfaitement égale, « j'ai simplement clarifié les limites de notre relation professionnelle. Je n'accepterai pas qu'on me parle de cette manière. »« Vous voyez, » cria Geneviève. « Elle l'admet. Renvoyez-la. Renvoyez-la où j'appelle mon mari et il achètera cet immeuble juste pour le démolir avec vous tous à l'intérieur. » Bisset était piégé. D'un côté, sa cliente la plus puissante et toxique. De l'autre, une employée qui, inexplicablement, ne pliait pas Mademoiselle Lambert, balbutia Bisset. « Vous devez vous excuser auprès de Madame de la Roche. » Immédiatement. Chloé le regarda. « Non. » Le mot resta suspendu dans l'air. « Un coup de feu. »« Non » murmura Bisset, horrifié. « Non. Je n'ai aucune raison de m'excuser. » Geneviève laissa échapper un son qui était mi-rire, mi-halètement. « C'est elle ou moi, Bisset. Faites votre choix. Et faites-le maintenant. » Bisset, transpirant abondamment, regarda Chloé. « Mademoiselle Lambert, veuillez rassembler vos affaires. Vous êtes suspendue. » Chloé hocha la tête une fois. « Comme vous voudrez. » Elle défit son tablier, le plia soigneusement et le posa sur son poste de service. Elle ne regarda pas Geneviève. Elle ne regarda pas Sophie, qui observait avec des larmes dans les yeux. Elle se tourna simplement et marcha, avec une posture parfaite, à travers la salle à manger et sortit par la porte d'entrée. Geneviève de la Roche se rassit dans sa banquette. Un lent sourire triomphant se dessina sur son visage. Elle avait gagné. Le miroir s'était enfin fissuré. Elle prit une longue et lente gorgée de son eau. Elle était délicieuse. Geneviève flotta sur un nuage la semaine suivante. La victoire sur Chloé Lambert avait été totale. Elle avait prouvé une fois de plus que son pouvoir était absolu. Bisset était plus obséquieux que jamais. Sophie, qui avait été contrainte de reprendre la table 7, était une épave tremblante et apologétique, ce qui convenait parfaitement à Geneviève. Mais quelque chose n'allait pas. La satisfaction de la victoire s'estompait plus vite que d'habitude. Ça avait été, au final, trop facile. La fille n'avait pas pleuré. Elle n'avait pas supplié. Elle était simplement partie. C'était une fin insatisfaisante pour sa petite pièce de théâtre. Pire encore, Laurent devenait impossible. Il était rarement à la maison. Quand il y était, il s'enfermait dans son bureau. Sa voix, un murmure bas et colérique lors de conférences téléphoniques. Le stress qui couvait sous sa peau depuis des semaines irradiait maintenant de lui en vagues palpables.
Il la rejoignit pour dîner à l'ouverture le vendredi, une semaine après le renvoi de Chloé. Il avait l'air terrible. Son costume était froissé et il ne s'était pas rasé. « Laurent, tu as une mine affreuse », se plaignit Geneviève alors qu'il s'affalait dans la banquette. « Les gens nous regardent. Tu me mets dans l'embarras. » « La ferme, Geneviève », marmonna-t-il, sans lever les yeux de son téléphone. Geneviève recula. « Qu'est-ce que tu viens de me dire ?»« J'ai dit, la ferme. Juste pour une nuit. Peux-tu ne pas être toi? Je n'ai pas l'énergie pour ça. Comment oses-tu? Après que je viens de résoudre notre petit problème de service dans ce restaurant. » Laurent laissa échapper un rire sec et aboyant. « Ton problème de service? C'est ça qui te préoccupe? Mon Dieu! C'est une question de standard, Laurent. Quelque chose dont tu ne connais manifestement rien, à en juger par ton apparence. » « Les standards ?» ricana-t-il. Il fit un grand signe à Sophie. « Cognac. Double. Maintenant. » Sophie s'empressa de partir. « Laurent, qu'est-ce qui ne va pas avec toi ?» siffla Geneviève, son plaisir de la soirée se dissolvant rapidement. « Tu fais une scène. » Une scène. Il la regarda enfin, et ses yeux étaient injectés de sang et rougis par une panique qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Une scène, c'est ce qui est sur le point d'arriver à nos vies entières si je n'arrive pas à régler ça. Régler quoi? De quoi parles-tu? Est-ce que ce mauvais investissement dans je ne sais quoi a mal tourné? Ce mauvais investissement, Geneviève, représentait 40% de nos actifs liquides. Et oui, ça a mal tourné. C'est parti en fumée. Parti en fumée? Qu'est-ce que tu veux dire par parti en fumée? Je veux dire vaporisé. La firme technologique que j'ai soutenue vient de voir son produit phare refusé par les autorités de régulation. L'action est en chute libre. Elle ne vaut plus rien. Geneviève sentit une pierre froide lui tomber dans l'estomac. 40%. C'est insensé, Laurent. Ce qui est insensé, dit-il, finissant son cognac, c'est que tu penses encore que ton plus gros problème est une serveuse insolente. Nous sommes sur le point de tout perdre, Geneviève. Tout. Non, dit-elle, secouant la tête, refusant de l'accepter. Ce n'est pas possible. C'est la faute de cette serveuse. Elle nous a jeté un sort. C'est elle. Elle était étrange, trop calme. Laurent la regarda comme si elle était folle. Une serveuse ne fait pas s'effondrer le marché boursier, Geneviève. Tu es délirante. Je ne le suis pas. Elle nous a maudits, mais je me suis débarrassé d'elle. Je peux arranger ça. L'esprit de Geneviève, déformé par la panique et le narcissisme, commença à s'emballer. Elle devait rétablir le contrôle. Elle devait se sentir à nouveau puissante. Elle avait besoin d'une victime. Si son mari était brisé, elle devrait trouver quelqu'un d'autre à briser. Elle regarda autour du restaurant, ses yeux se posant sur Sophie, qui polissait nerveusement un verre, essayant d'éviter son regard. Une nouvelle idée terrible commença à se former. Elle avait besoin d'argent. Elle avait besoin de ressentir le frisson d'un coup de force réussi, et elle avait encore ses bijoux, pour l'instant. Elle regarda le lourd bracelet en diamant fait sur mesure à son poignet, celui que Laurent ne savait pas qu'elle avait fait commander le mois dernier, celui qui n'était pas sur la liste des garanties. Elle pouvait mettre en scène une tragédie, un accident, un vol. Le paiement de l'assurance serait substantiel, un joli coussin privé juste pour elle. Pendant que Laurent réglerait son désordre pathétique, et elle savait exactement qui blâmer. Le plan de Geneviève était aussi simple que cruel. Elle perdrait son bracelet, accuserait un membre du personnel et laisserait le chaos suivre son cours. La compagnie d'assurance obtiendrait un rapport de police, et elle obtiendrait un chèque. La victime, la vie du serveur qu'elle impliquerait, était sans importance. Des dommages collatéraux. Elle choisit le mardi suivant. C'était la soirée la plus chargée du restaurant. Plus de témoins, plus de chaos. Elle arriva seule, vêtue pour un enterrement d'un noir austère et intimidant. Elle fit grand cas d'accepter les excuses obséquieuses de Bisset pour l'incident avec Chloé. Elle était gracieuse, jouant le rôle de la reine magnanime. « Monsieur Bisset, dit-elle assez fort pour que les tables voisines entendent, je suis tellement secouée par cette horrible fille. Je ne me sens pas en sécurité, mais je refuse d'être chassée de mon restaurant préféré. Nous sommes si reconnaissants de votre loyauté, Madame de la Roche, s'enthousiasma Bisset en l'installant. Sophie prendra exceptionnellement soin de vous. Sophie s'approcha, ses mains tremblant si fort qu'elle faillit renverser l'eau. Bonsoir, Madame de la Roche. Oui, il l'est, dit Geneviève en lui adressant un mince sourire. Elle dégrafa ostensiblement son bracelet,
Un large jonc de platine serti d'énormes diamants taille émeraude. C'était un bijou stupéfiant, d'une valeur minimale d'un demi-million d'euros. « Je trouve que ce fermoir me pince, » dit-elle à Sophie. « Soyez gentille et mettez-le dans mon sac à main. Voulez-vous? Il est si lourd. » Elle tendit le bracelet. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. « Madame, je ne pense pas être autorisée à manipuler les biens des clients comme ça. »« N'importe quoi, » claqua Geneviève. « C'est une simple demande. Êtes-vous aussi incompétente que la dernière? Mettez-le dans mon sac. » Elle désigna son sac Hermès Birkin posé sur le siège à côté d'elle. En tremblant, Sophie prit le bracelet. Il était incroyablement lourd. Et en ouvrant le sac, elle le glissa à l'intérieur doublé de soie. « Voilà. Vous voyez? Pas si difficile, » dit Geneviève. « Maintenant, je prendrai le homard, et faites vite. » Sophie s'empressa de partir. Le repas se déroula. Geneviève fut un cauchemar, mais un cauchemar calculé. Elle renvoya le homard, prétendant qu'il était pâteux. Elle se plaignit que le vin était trop chaud. Elle fit faire à Sophie 3 allers-retours en cuisine pour différents types de sel. Elle construisait un récit, la cliente difficile mais juste, tourmentée par une serveuse inepte. Finalement, alors que les cartes des desserts étaient proposées, Geneviève se prépara pour son final. Elle attendit que Sophie soit à la table pour énumérer les suggestions. Et la suggestion du jour est un fondant au chocolat avec mon bracelet, dit Geneviève, sa voix calme. Je suis désolée, madame, dit Sophie, confuse. Mon bracelet, celui que vous avez mis dans mon sac. Je voudrais le récupérer maintenant. Geneviève se pencha et ouvrit son birkin. Elle commença à fouiller à l'intérieur. Ses mouvements devinrent de plus en plus frénétiques. Où est-il? Où est-il? Elle retourna le sac. Un portefeuille, un stylo en or, un rouge à lèvres et un téléphone tombèrent sur la table. Pas de bracelet. Il a disparu, murmura Geneviève. Puis sa voix s'éleva en un crescendo fracassant. Il a disparu. Elle l'a volé. Elle bondit de la banquette, pointant un doigt directement sur Sophie, qui recula, blanche comme un linge. Vous êtes la seule à l'avoir touché. Vous, voleuse. Le restaurant s'arrêta. Bisset arriva en courant. Madame de la Roche, qu'y a-t-il? Mon bracelet en diamant. Cette serveuse l'a volé dans mon sac. Je l'ai vu. Elle l'a mis dedans, mais elle a dû l'escamoter. Il a disparu. Madame, je jure que je ne l'ai pas fait. Sophie sanglotait, s'effondrant sur elle-même. Je ne ferai jamais ça. Je l'ai mis dans le sac comme vous l'avez dit. Menteuse, hurla Geneviève. C'est une menteuse. Il vaut une fortune. Je veux qu'on l'arrête. Je veux qu'on la fouille. Appelez la police. Appelez la sécurité. Verrouillez les portes. Bisset, dans une panique aveugle, fit exactement cela. Il attrapa le téléphone du restaurant et appela la sécurité de l'immeuble. 2 gardes en uniforme arrivèrent en quelques minutes. La salle à manger était en émoi. Les convives étaient debout, chuchotant. « Fouillez-la » ordonna Geneviève, ses yeux brillants d'un pouvoir sauvage et terrifiant. Fouillez ses poches. Fouillez son tablier. L'un des gardes, un grand homme nommé Franck, semblait profondément mal à l'aise. « Madame, nous ne pouvons pas. »« Faites-le ou vous perdrez votre emploi aussi. » Impuissante, Sophie se tenait là, les larmes coulant sur son visage. « Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. » Franck soupira et, devant toute la salle à manger, palpa les poches du tablier de Sophie. Il trouva un tire-bouchon, un stylo et une boîte d'allumettes. « Il n'est pas là, madame. » Son casier, alors, exigea Geneviève. Elle a dû le cacher. Elle planifie ça depuis des semaines, probablement. Voilà ce qui arrive quand on engage des gens de la rue. « Madame de la Roche, s'il vous plaît, » supplia Bisset. « Allons dans mon bureau. Nous dérangeons les autres clients. Je veux qu'ils soient dérangés. Je veux qu'ils voient quel genre de criminel vous employez. » Vérifiez son casier, dit Bisset au garde, sa voix morte. Il voulait juste que ça se termine. Un garde emmena une Sophie sanglotante vers la zone du personnel. L'autre resta près de la table. Geneviève se rassit, respirant lourdement, jouant le rôle de la victime violée. Elle accepta un verre d'eau d'un commis terrifié. Elle était en train de gagner. La police viendrait. Un rapport serait déposé. Sophie serait renvoyée et arrêtée. L'assurance paierait. C'était parfait. 5 minutes plus tard, le garde et Sophie revinrent. « Il n'est pas dans son casier, madame. »
Juste son manteau et son passe Navigo. Le sourire de Geneviève vacilla. Ce n'était pas juste. Le bracelet devait être trouvé sur Sophie. Ou du moins Sophie devait être la seule suspecte plausible. Elle a dû le cacher, insista Geneviève. Dans la cuisine, dans la poubelle. C'est une petite voleuse intelligente, n'est-ce pas? Madame, dit Franck le garde, nous ne trouvons rien. Nous allons devoir appeler la police nationale et les laisser s'en occuper. Bien, dit Geneviève. Faites-le. Et, continua le garde, nous devrons visionner les enregistrements de sécurité. Procédure standard. À la mention des enregistrements de sécurité, le sang de Geneviève se glaça. Elle n'y avait pas pensé. Les caméras. Ce n'est pas nécessaire, dit rapidement Geneviève. C'est clairement elle. Arrêtez-la, c'est tout. Les images sont si granuleuses. Elles ne montreront rien. Madame, c'est la procédure. Les inspecteurs l'exigeront, dit Franck, ses yeux se plissant légèrement. Il avait déjà vu ce genre de panique chez les dames riches. Non, je veux juste qu'elle parte, balbutia Geneviève, son récit s'effondrant. Nous ne pouvons pas l'arrêter sans preuve, madame. Et pour l'instant, il n'y en a aucune. Geneviève était piégée. Si vous visionnez les enregistrements, une nouvelle voix coupa l'attention. Vous devriez peut-être vérifier les toilettes du personnel, celles près du quai de chargement. Elle s'est absentée quelques minutes après avoir débarrassé votre table. La tête de Geneviève se tourna brusquement vers l'entrée du restaurant. Debout là, parfaitement calme, se trouvait Chloé Lambert. Elle n'était pas en uniforme de serveuse. Elle portait un tailleur-pantalon bleu marine simple et impeccablement coupé. Ses cheveux étaient détachés et elle tenait un porte-documents en cuir. Elle avait l'air puissante. Vous, souffla Geneviève, son visage se vidant de toute couleur. Vous n'avez pas le droit d'être ici. Bisset, faites-la sortir. Chloé sourit. C'était un sourire froid, acéré, terrifiant. Tout va bien, monsieur Bisset. Je ne suis pas ici en tant que membre du personnel. Elle regarda Franck, le garde. Vous devriez, cependant, vérifier ces toilettes. Je crois que vous trouverez le bracelet enveloppé dans des serviettes en papier, caché au-dessus de la dalle de plafond. Un classique des cachettes de panique. Franck, Bisset et Geneviève la dévisagèrent tous. Comment pourriez-vous savoir ça? Murmura Bisset. Parce que, dit Chloé en faisant un pas dans la pièce, je l'ai regardé le mettre là. La pièce entière devint silencieuse. Bafouilla Geneviève. Vous mentez. Vous êtes de mèche. Vous êtes sa complice. Vous êtes en colère que je vous ai fait renvoyer. Je ne suis pas en colère du tout, Geneviève, dit Chloé, sa voix claire et portant à travers toute la salle. Et je ne suis pas sa complice. Elle s'avança, s'arrêtant directement devant la table 7. Elle regarda Sophie. Sophie, tout va bien. Tu peux arrêter de pleurer. Elle regarda Bisset. Vous, par contre, vous avez de gros ennuis. Elle tourna ensuite toute son attention, un regard aussi brillant et brûlant qu'un laser, sur Geneviève de la Roche. Vous n'auriez vraiment pas dû faire ça, Geneviève. C'était bâclé. Et ça m'a forcé la main. Qui êtes-vous? Murmura Geneviève, une peur primale authentique remplaçant maintenant sa colère. Chloé regarda autour de la pièce, les convives stupéfaits, le personnel terrifié. Mon nom, dit-elle, est Chloé Lambert-Hollo. Elle fit une pause pour laisser le nom faire son effet. Laurent, qui était resté assis dans un silence stupéfait, s'étouffa. Hollo, comme dans le groupe Hollo. Le sourire froid de Chloé revint. Comme dans le groupe Hollo. Mon père, Roland Hollo, vous envoie ses salutations. Il était très intéressé par mon rapport de service de cet établissement. Le silence à l'ouverture était absolu. Ce n'était plus le murmure feutré d'un dîner raffiné. C'était le silence suffocant, sous vide, d'une bombe qui explose. Sophie dévisagea Chloé, son visage baigné de larmes, un masque de confusion totale. Monsieur Bisset avait l'air de pouvoir s'évanouir. Laurent de la Roche, qui avait été pâle de stress financier, était maintenant d'un blanc translucide, fantomatique. Mais Geneviève, le visage de Geneviève était un effondrement rapide et terrifiant. L'arrogance, le pouvoir, la supériorité méprisante, tout se dissolvait en temps réel, remplacé par une panique brute, bouche bée. Hollo, balbutia-t-elle. Non, c'est un mensonge. Vraiment. Chloé inclina la tête. Mon père voulait acquérir cet immeuble et le restaurant qui s'y trouve.
Il recevait des rapports d'incohérence dans la gestion, un environnement de travail toxique, un taux de rotation du personnel astronomique et une cliente singulièrement problématique qui coûtait au restaurant une fortune en boissons offertes, en morale du personnel et en réputation. Elle fit un pas de plus vers la table. Alors, je suis venu faire un audit sur le terrain. J'aime voir les choses par moi-même. Je voulais voir si la direction était sauvable ou si le problème était trop ancré. Elle regarda directement M. Bisset. « Félicitations, Monsieur Bisset. Vous avez échoué à l'audit. Permettre à une cliente d'abuser verbalement, d'humilier et de terroriser votre personnel, culminant en un vol mis en scène pour piéger une serveuse, c'est ce que nous, dans le métier, appelons une faute de gestion grave. Vous êtes renvoyé. Franck, veuillez escorter Monsieur Bisset hors des lieux. Ses affaires lui seront envoyées par coursier. » Bisset ne fit que geindre. « S'il vous plaît, mademoiselle Holo. »« Je ne savais pas. »« C'est bien là le problème, » claqua Chloé, sa voix soudainement dépourvue de toute chaleur. « Vous ne vous souciez pas de qui j'étais. Vous ne vous souciez que de ce qu'elle était. Vous lui avez permis de faire ça. Alors, c'est fini. Partez. » Franck, qui comprenait maintenant la dynamique du pouvoir, hocha vivement la tête et posa une main ferme sur le bras de Bisset, guidant l'homme aux jambes de coton. Chloé se tourna alors vers les Delaroche. « Maintenant, passons à l'affaire en cours. » Elle s'adressa aux gardes de sécurité. « Franck, veuillez vous rendre aux toilettes du personnel près du quai de chargement. Regardez au-dessus de la deuxième dalle de plafond en partant de la porte. Vous y trouverez le bracelet de Madame Delaroche. »« Et comment le savez-vous » hurla Geneviève, trouvant un dernier lambeau de défi. « Parce que vous l'Y avez mis. C'est un coup monté. »« Je le sais, » dit Chloé, « parce qu'après que Bisset m'ait suspendu, je ne suis pas parti. Je vous soupçonnais d'être instable, Madame Delaroche. J'ai examiné vos reçus de restaurant et le portefeuille financier de votre mari toute la semaine dernière. Je savais que vous étiez désespéré. Je savais que vous étiez cruel. Je pressentais que vous alliez tenter quelque chose, bien que j'ai supposé que vous me viseriez à nouveau. Pas la pauvre Sophie, continua Chloé. Alors, j'ai observé depuis la salle de sécurité. Je suis entré par l'entrée du personnel. Le nouveau manager que Bisset a embauché pour me remplacer, un homme que mon équipe a placé ici, m'a laissé entrer. Nous vous avons observé sur les caméras haute définition pendant tout ce repas. » Chloé leva son téléphone, qui jouait déjà une vidéo. C'était une vue de dessus, d'une clarté cristalline, de la table 7. On y voyait Geneviève, subtilement, rapidement, glisser le bracelet non pas dans son sac, mais dans la manche de sa propre veste, alors que Sophie avait le dos tourné. Puis la vidéo passa à une autre caméra, celle du couloir à l'extérieur de la salle à manger. Elle montrait Geneviève se dirigeant vers les toilettes plus tôt, se faufilant dans la zone réservée au personnel. Elle la montrait regardant autour d'elle, soulevant la dalle de plafond et y laissant tomber le bracelet. « Vous m'avez espionné, » murmura Geneviève, horrifiée. « J'ai rassemblé des preuves, » corrigea Chloé. « Des preuves de fraude à l'assurance, de diffamation et de tentative de fausse accusation. J'estimerais que cela représente, 5 à 7 ans de prison avec un bon avocat, ce que je crains que vous ne puissiez plus vous permettre. » C'était ça, le coup de grâce final. Elle se tourna vers Laurent Delaroche. « Monsieur Delaroche, » dit-elle, sa voix maintenant nette et professionnelle. « Vous deviez rencontrer un auditeur du groupe Holo lundi pour discuter du rachat de votre entreprise en faillite. » Elle tapota son porte-document en cuir. « Je suis cet auditeur. Et je suis votre réunion de lundi. » Laurent émit un petit son d'étouffement. « Nous avons examiné vos comptes, Laurent, » dit Chloé, utilisant son prénom avec une précision chirurgicale. « La comptabilité créative que vous avez utilisée pour cacher vos pertes à l'AMF. C'est très illégal. L'offre initiale de mon père était, comme vous l'avez appelé, une bouchée de pain. C'était juste assez pour couvrir vos dettes et vous éviter la prison. » Elle se pencha. Mais cette offre était conditionnée à une transition en douceur. « Ceci, » dit Chloé, désignant la scène, la Sophie sanglotante, le Bisset déshonoré, le bracelet caché, les convives stupéfaits, n'est pas une transition en douceur. « S'il vous plaît, » supplia Laurent. C'était un homme brisé. « S'il vous plaît, mademoiselle Holo. » C'était elle. Tout était de sa faute. Je ne savais pas. Je suis ruiné. Juste, s'il vous plaît, n'appelez pas l'AMF. J'accepte l'accord. J'accepterai n'importe quel accord. Chloé le regarda avec une pitié profonde et froide. L'accord n'est plus sur la table. Non, s'il vous plaît. La nouvelle offre de mon père est la suivante, déclara Chloé.
Nous n'achèterons pas votre entreprise. Nous ne vous sauverons pas. Nous alerterons l'AMF de vos anomalies. Ils gèleront probablement tous vos actifs d'ici demain matin. L'appel de marge auquel vous faites face, vous allez faire défaut. Les banques saisiront le pantouse. Elles saisiront les voitures. Elles saisiront tout ce que vous avez utilisé comme garantie. Vous nous détruisez, pleura Laurent. Non, dit Chloé. Vous vous êtes détruit vous-même. Votre femme avec sa cruauté pathologique, et vous avec votre faiblesse et vos crimes. Elle fit une pause, puis asséna le coup humiliant final. Cependant, dit Chloé, mon père n'est pas entièrement sans pitié. Il m'a autorisé à faire une dernière offre non négociable. N'importe quoi, murmura Laurent. Nous allons acquérir votre dette. Les 15 millions d'euros, le groupe Holo les remboursera. En échange, vous nous céderez 100% de votre entreprise, de vos actions et de vos actifs. Tous. La maison à Megève, la collection d'art, tout. Il ne vous restera rien. Vous serez en faillite, monsieur Delaroche, mais vous ne serez pas en prison. C'était un choix entre la mort sociale et l'incarcération réelle. J'accepte, dit instantanément Laurent, attrapant un stylo sur la table. Je signe. Tout ce que vous voulez. Je m'en doutais. Chloé ouvrit son porte-documents et fit glisser un unique document et un stylo sur la table. Segnez. Pendant que Laurent se dépêchait de signer l'acte qui cédait sa vie entière, Geneviève restait assise, figée. Elle était paralysée. Cela ne se produisait pas. C'était une pièce de théâtre, une blague. Le bracelet, marmonna-t-elle. Mon bracelet. Chloé la regarda. Et maintenant, toute prétention de service avait disparu. Ce n'était pas une serveuse. Ce n'était pas un auditeur. C'était un bourreau. Votre bracelet, dit Chloé. Franck, quand vous le récupérerez, veuillez me le remettre. Il sera conservé comme preuve dans notre procès contre Madame Delaroche pour les dommages causés à la réputation de ce restaurant. Je suis sûr que sa valeur couvrira la thérapie de Sophie et les indemnités de licenciement de tout le personnel que vous avez fait renvoyer au fil des ans. Léo pour ses chaussures qui grincent, Anne pour son rouge à lèvres. Vous voyez, Geneviève, j'ai fait mes recherches. Geneviève craqua enfin. Un gémissement bas, animal, commença dans sa poitrine et s'échappa de sa gorge. Elle n'était pas une reine. Elle n'était pas crainte. Elle n'était rien. Vous ne pouvez pas, génie-elle, des larmes de pure rage égoïste traçant des sillons dans son maquillage coûteux. Vous serveuse. Vous n'êtes qu'une fille en tablier. Chloé se pencha, se mettant au niveau des yeux de la femme qui l'avait tourmentée. J'étais une fille en tablier. Et vous avez eu votre chance. Vous auriez pu être poli. Vous auriez pu être civilisé. Vous auriez pu être, au minimum, un être humain décent. Mais vous avez choisi d'être une brute. Chloé sourit à nouveau de ce sourire froid. Et le problème avec les brutes, Geneviève, c'est qu'elles sont toujours des lâches. Et elles tombent toujours. Elle se redressa. Laurent, vous avez signé. Vous êtes maintenant libre de partir. Votre voiture à l'extérieur a déjà été reprise par la société de financement. Je crains que vous n'ayez besoin d'un taxi. Elle se tourna vers toute la salle à manger, qui regardait, le souffle coupé. Mesdames et messieurs, annonça Chloé Holo, sa voix résonnant d'autorité. En tant que nouvelle propriétaire de l'ouverture, permettez-moi de m'excuser pour l'interruption. Tous vos repas ce soir sont, bien sûr, offerts par la maison. Elle regarda Sophie. Sophie, allez vous rafraîchir. Vous êtes la nouvelle directrice. Nous parlerons de votre salaire lundi. Puis Chloé se retourna vers les Delaroche. Le millionnaire et sa femme, maintenant dépouillés de tout. Sécurité, dit Chloé. Veuillez montrer la sortie à monsieur et madame Delaroche. Ils dérangent les autres clients. Laurent, un homme complètement brisé, se leva simplement. Geneviève, cependant, était catatonique, fixant les convives, qui chuchotaient maintenant et pointaient leur téléphone vers elle. Elle était la seule chose qu'elle avait passé sa vie entière à éviter, un spectacle public. Mon sac, marmonna-t-elle, cherchant à tâtons le Birkin d'Hermès. Ce sac, dit Chloé calmement, a été acheté avec une ligne de crédit adossée à un actif qui appartient désormais au groupe Holo. Il reste. Cette dernière cruauté mesquine, une cruauté que Geneviève elle-même aurait infligée, fut ce qui la fit craquer. Salope, hurla-t-elle, se jetant par-dessus la table, les ongles sortis comme des griffes, visant le visage de Chloé. Elle n'y parvint jamais. Franck, le garde, l'attrapa en plein élan, sa prise comme un piège d'acier. Lui et l'autre garde saisirent Geneviève par les bras.
Elle, qui n'avait jamais été touchée, était maintenant retirée physiquement, de force. Non. Lâchez-moi. Savez-vous qui je suis? Nous le savons, dit Chloé doucement derrière elle. Vous n'êtes personne. Ils la traînèrent, donnant des coups de pied et hurlant, à travers la salle à manger. Laurent, pleurant silencieusement, suivit en traînant les pieds. Les lourdes portes en verre se refermèrent, coupant le cri final de Geneviève. Le restaurant était silencieux. Puis quelqu'un commença à applaudir. C'était Madame Dubois, la femme que Geneviève avait raillée. Elle se leva, levant son verre. Puis toute la salle à manger éclata en applaudissements. Chloé fit un petit signe de tête appréciateur, puis se dirigea vers Sophie, qui la regardait, abasourdie. Sophie. Oui, mademoiselle. Mademoiselle Holo, je. Chloé, dit-elle, un petit sourire sincère touchant enfin ses lèvres. Tu peux m'appeler Chloé. Tu es partante. Partante, murmura Sophie. Je suis venue ici pour auditer le restaurant, dit Chloé. La culture était empoisonnée. Mais toi, tu as été gentille même quand tu avais peur. Tu as de l'intégrité. C'est la culture que je veux. Je t'offre le poste de directrice générale. Les larmes de Sophie recommencèrent à couler, mais cette fois, c'étaient des larmes de joie. Oui. Oui, Chloé. Je suis partante. Bien, dit Chloé en nouant un tablier propre autour de sa propre taille. La mâchoire de Sophie tomba. Qu'est-ce que vous faites? Nous manquons de personnel, dit Chloé en attrapant une carafe d'eau. Et nous avons une salle pleine de clients. Remettons-nous au travail. Pendant les 2 heures suivantes, Chloé Lambert-Holo, héritière d'un empire, servit des tables. L'air oppressant et craintif avait disparu. Le restaurant était vivant. Alors que les derniers convives partaient, Chloé s'assit à la table. C'est avec le personnel. Elle leva un verre à l'ouverture et à une nouvelle règle. Le client n'a pas toujours raison. Nous sommes des professionnels. Nous les traiterons avec respect, et nous exigerons le respect en retour. Nous ne tolérerons pas les abus. C'est notre maison. D'accord. D'accord, acclama le personnel. Des semaines plus tard, l'effondrement des Delaroche était une vieille nouvelle. Laurent, ayant évité la prison, était un paria divorcé. Geneviève avait disparu, la rumeur disait qu'elle était en Suisse, son nom effacé de la société parisienne. L'ouverture, quant à lui, était florissant. Sous la direction de Sophie et la propriété de Chloé, la liste de réservations était longue de 6 mois. Ce n'était plus froid. C'était chaleureux. Dans son nouveau bureau, Chloé regarda le tablier noir plié et encadré sur son mur. C'était un rappel. Un rappel que parfois, pour résoudre un problème, on ne peut pas simplement l'attaquer par le haut. Il faut descendre sur le terrain, mettre l'uniforme et voir la pourriture par soi-même. Elle n'avait pas seulement sauvé un restaurant. Elle lui avait donné une âme. Dans le monde réel, le pouvoir n'est pas seulement une question d'argent. C'est la façon dont on l'utilise. Geneviève Delaroche a utilisé le sien comme une arme, oubliant la plus ancienne des règles. On récolte ce que l'on sème. Elle se croyait intouchable. Mais elle n'était qu'à une nouvelle serveuse de tout perdre. La vérité, c'est qu'on ne sait jamais, jamais à qui on parle. La personne que vous méprisez, la personne que vous intimidez, la personne que vous pensez être inférieure à vous, pourrait bien être celle qui possède tout l'immeuble. Elle pourrait bien être celle qui tient le stylo, prête à signer le papier qui mettra fin à votre monde entier. Le karma est très, très réel.